La corruption est une maladie endémique qui affecte la vie quotidienne des gens sur les continents africains, que ce soit sous la forme de routes mal construites ou encore des distinctions des choix politiques par l'argent ou l'avidité. Pour lutter contre ces fléaux, l'Union africaine a décrété l'année 2018 celle donc de lutte efficace contre la corruption en Afrique. Alors comment lutter efficacement contre la corruption? Tentative de réponse dans cette émission Presse Tribune. Aussi, on parlera de la RDC, près des 5 ans des silences. Joseph Kabila, le président de ce pays, a fait face à la presse dans un contexte de crise interne et externe. Interne, vous le savez, marqué par des marches revendiquant donc la fin de ces régimes, et international, notamment avec donc la Belgique, l'ancienne puissance coloniale. Récemment, la RDC a pris quelques mesures de sanctions ou de représailles. Alors, dans la situation actuelle, le processus électoral qui est donc la pomme des discordes au niveau de la RDC, est-ce que ce processus va-t-il arriver à son terme? On en parle dans cette émission Presse Tribune. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous avons donc sur ce plateau pour vous monsieur Alphonse Ndongo, qui nous revient après un long moment d'absence. Monsieur Alphonse Ndongo, il est donc journaliste chez Jeune Afrique Économie. Monsieur Alphonse Ndongo, merci et bienvenue dans cette émission Presse Tribune. Merci bien, Sergio. Et nous avons monsieur Hervé Dello, donc il est économiste. Merci Hervé d'être avec nous sur ce plateau. Merci Sergio, c'est un plaisir, un honneur. Romy Kokilas, journaliste, analyste politique, toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci Sergio. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, c'est votre magazine Presse Tribune qui débute dans ce nouveau numéro et on se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau, la règle va être respectée. On commence par les faits d'actualité marquant la semaine. Pour cela, je vais poser la première question. Je vais poser cette question à M. Alphonse Ndongo. Pour vous, quel est le fait de l'actualité de la semaine qui aura marqué pour vous donc cette semaine l'actualité africaine ou internationale, bien évidemment? Oui, ce qui m'a marqué au niveau international, c'est un peu cette espèce de rétro-pédalage. Ça en est l'air de Trump, qui a adressé un message à ses pairs de l'Union, enfin aux présidents des Africains qui sont réunis à Addis Abeba en ce moment. Et il a donc utilisé Paul Kagame, qui sera le futur président de l'Union africaine, pour pouvoir véhiculer ces messages de sympathie, n'est-ce pas, au président africain. Après qu'il a eu à tenser un tout petit peu les pays africains, les qualifiant d'état de merde. Bon, c'est une avancée pour moi, même si à 80%, je souscris à ce que Trump a eu à dire. Peut-être que les gens le condamnent parce que c'est un blanc qui le dit, n'est-ce pas, à l'endroit des Africains que nous sommes. Mais je pense que tous les Africains reconnaissent pour la plupart que lorsqu'on est en situation où on ne peut pas se soigner convenablement parce qu'on n'a pas des structures sanitaires appropriées. Mais quand vous parlez de tous les Africains, vous n'avez pas quand même fait un sondage. Ça, c'est peut-être votre point de vue. Pour l'essentiel des pays africains, je pense que nous sommes des États de merde parce que les soins de santé ne sont pas accessibles à la majorité des populations. Le système éducatif est assez difficile pour tout le monde. Et tout le monde sait aussi que souvent on est en proie à des problèmes de fourniture d'eau, d'électricité, l'Internet qui n'est pas de qualité, les sociétés de téléphonie mobile qui nous proposent des services médiocres. Donc je pense que pour l'essentiel des pays africains, je n'ai pas dit tout ça, il n'y a jamais de règle sans exception. Nous sommes quand même, il faut le dire comme Trump l'a dit, des États de merde. Ben là, ça c'est vous qui l'affirmez. On va donc passer à Hervé Dello, votre fait d'actualité de la semaine. Oui, merci Sergio. Mon fait d'actualité de la semaine, c'est plutôt un fait jouissif, dans le sens où je vais parler des Diables Rouges, notre équipe nationale football, qui aujourd'hui joue le championnat d'Afrique des Nations du côté du Maroc, et surtout l'exploit qu'ils ont fait en ce moment, c'est ces Diables Rouges qui font rêver, parce qu'on a quand même pu sortir d'une phase de poule sans avoir encaissé un seul but, et puis nous sommes promis de notre groupe.
en quart de finale. Bon, de ce côté-là, en fait, je félicite déjà le travail qui a été fait en amont. Notamment, on a vu le chef de l'État lui-même en tant que garant de la nation, qui a toujours voulu porter le football congolais, encore le sport congolais vers le haut. Et puis on a suivi ce message du Premier ministre Kemwa Mwamba qui a redonné du tonus à ces Diables Rouges. Et le ministre de Sport, Monsieur Igondele, qui les a accompagnés jusqu'au Maroc. Donc enfin, tout cet appui de la part des politiques pour leur donner du tonus. Et aujourd'hui, je dois dire chapeau aux Diables Rouges parce que maintenant, ils arrivent à nous faire rêver et on leur souhaite bon vent. Voici un peu mon fait d'actualité. Merci beaucoup. On va terminer avec Romik Okilas. Oui, Serge, dans ce sens, je rebondis sur le même message de Trump parce qu'il me passionne beaucoup. Puis, il faut dire qu'il faut bien lire Trump. Effectivement, je suis d'accord avec mon confrère qui vient de prendre la parole à ce sujet. Lorsqu'on se met dans la peau d'un historien, d'un philosophe qui a lu dans les livres de l'histoire, on se rend compte que les Africains doivent faire très attention, les Blacks noirs doivent faire très attention dans la manière de répondre à Trump. C'est une pensée. Pour ma part, je me mets d'abord dans la peau d'un Africain, donc je suis victime de ce qu'il dit. Mais je vais au-delà pour chercher à comprendre. Alors, la pensée paraît comme une idéologie, une philosophie négroïde. C'est un peu une pensée esclavagiste, certes, parce qu'il s'attaque directement au noir. Mais attention Sergio, l'orgueil noir ne doit pas nous empêcher de nous auto-assumer. L'orgueil noir, c'est ça le défaut de l'orgueil noir. Et quand je vois le discours du chef de l'État, qu'est-ce qui a été dit dedans? Le chef de l'État, c'est un ras-le-bol, je l'ai toujours dit ici. Moi, je prends dans ce sens, pas dans le sens politique. Toutes les réactions que j'ai vues, on se rend en caractère politique. J'invite donc les intellectuels. Je les ramène au XVIIe et XVIIIe siècle et qu'ils revoient les textes des Gueules, qu'ils revoient les textes de Rousseau, qu'ils revoient ces vieux textes. Des Européens centristes. Trump n'a fait que la redondance ou la répétition des Européens centristes. Mais aujourd'hui, nous devons nous auto-interroger. Comment nous vivons? Comment nous réfléchissons? Comment nous agissons? Comment nous mangeons? Comment nous gérons l'État? Comment nous gérons les foyers? Comment nous gérons les biens de l'État? C'est ça. C'est ça ce que Trump a voulu dire. Moi, je me permets de le dire. Il est d'une société très évoluée par rapport à nous. Parfois, il peut être scandalisé, je me permets en tant qu'intellectuel, de la manière d'être de l'Afrique. Nous revendiquons pour chuter, nous revendiquons nos propriétés noires. Est-ce que nous nous auto-critiquons, nous auto-interrogeons? C'est tout le problème. Alors, si vous voyez dans la manière d'agir du noir, du nègre, nous revendiquons notre bestialité. Trump, quelque part, a raison de dire nous sommes encore bêtes. Ça c'est vous qui le dites, mais moi je moi qui le dis. Moi je me vois pas. Je ne me vois pas dans. Je me vois pas dans ces contextes-là parce qu'il y a. Il y a personne. Non, s'il vous plaît, il y a personne qui doit juger un Africain de sa façon d'être. C'est mon point de vue, je l'ai dit. D'accord, les Africains ont leur manière d'être. Ils sont des Africains. Personne ne le juge. S'il vous plaît, c'est autant que personne n'a le droit de juger la manière d'autres des Européens. S'il vous plaît, c'est pas un débat entre vous et moi, c'est juste vous avez donné votre point de vue, vous avez donné votre point de vue, je donne le mien. Je suis africain, je pense que personne n'a le droit de juger la manière dont je vis mon africanité et on fait de même pour les blancs. Bon. On va donc entrer dans le débat, c'est comme ça, presse tribune. On va parler de la lutte contre la corruption. Vous le savez, vous l'avez suivi donc en marge de la 30e session ordinaire de l'Union africaine qui va donc commencer du 28 au 29. Il y a eu donc la 35e session ordinaire donc de représentants permanents, de l'Union africaine. Pour débattre, pour discuter de ce qui va être décidé par le chef de l'État. Et pendant cette réunion, nous avons donc le président de la Commission de l'Union africaine qui avait déjà lancé avant, lors de son message, des vœux que l'Afrique va consacrer l'année 2018, donc l'année de lutte contre la corruption. Alors, je pose la question à Alphonse Dongo. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette année de lutte contre la corruption? Pour moi, c'est comme un peu une espèce d'artifice lancé comme ça par l'Union africaine. L'Union africaine dispose-t-elle des moyens coercitifs pour lutter contre la corruption? Je pense que non.
Déjà, il faut vous dire, vous voulez lutter contre la corruption lorsque vous savez très bien que ce sont des multinationales qui sont généralement à la base des pratiques de corruption. Et ces multinationales viennent proposer en contrepartie, je ne sais pas, des barchiches, certaines choses aux Africains qui peuvent être comme des broutilles. Le problème qui se pose pour moi, c'est de me demander, lorsque vous n'avez pas des moyens d'abord pour financer votre propre organisation, c'est le cas de l'Union africaine, qui est financée par l'Union européenne, et d'ailleurs c'est la Chine qui a construit le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Et on sait très bien que ce sont donc des entreprises qui viennent, n'est-ce pas, du vieux continent, ou bien qui viennent de l'Asie, pourquoi pas des États-Unis, qui viennent, n'est-ce pas, gagner, rafler la mise des grands marchés ici, et qui souvent sont accusés de pratiques de corruption, pour ne parler qu'à ces niveaux. L'Union africaine dispose de quels moyens pour lutter contre des potentats, des puissants financiers qui eux-mêmes, on le sait, ont des branchements tout à fait politiques, n'est-ce pas, au niveau de l'élite même qui gouverne l'Occident. Donc, je pense que pour moi, c'est une espèce de feu d'artifice qui, pour moi, n'apportera rien, parce que des pays comme le Botswana, le Cap-Vert, le Rwanda, la Namibie, qui luttent contre la corruption et qui sont d'ailleurs bien classés dans l'indice de perception de Transparency International contre la corruption, n'ont pas attendu que l'Union européenne organisât un sommet sur la lutte contre la corruption. Il faut que ce soit une volonté politique qu'affiche chaque État pour que nous allions dans le combat de la lutte contre la corruption. Mais au-delà même de la volonté politique, ça doit tout simplement, on doit aller vers des États de droit. Si il y a des véritables États de droit, on n'a même pas besoin qu'il y ait évidemment un feu d'artifice qui vient d'Addis Abeba pour dire nous allons consacrer cette fois-ci ce sommet sur le thème de la lutte contre la corruption. D'accord, on va revenir vers vous. Vous avez parlé beaucoup de choses à la fois. On reviendra là-dessus. Je posais la question à Monsieur Hervé Dello tout à l'heure. Alphonse Ndongo parlait de la corruption qui serait due par des sociétés multinationales, mais on sait bien qu'en Afrique, tout à l'heure, je l'évoquais, la corruption touche quand même, gangrène toutes nos sociétés. Il y a ces routes qui sont mal construites parce que bon, il y a quelqu'un qui avait reçu de pots de vin. On va pas quand même dire que tout ce qui est lié à la corruption émane des multinationales. Oui, merci Sergio. Effectivement, il faudrait en plus prendre la corruption comme étant un concept. La corruption va dans tous les sens déjà. Il y a le supra et il y a la basse corruption en fait. Mais la corruption est dans l'âme de l'Africain. Et c'est vrai, Monsieur Alphonse Ndongo, déjà, juste pour revenir un peu sur ces dires, a parlé du siège de l'Union africaine qui a été construite par la Chine, du fait que le financement vient aussi de l'Union européenne. J'ai suivi récemment que ces mêmes chefs d'État qui sont en ce moment à Addis Abeba ont décidé de faire à ce que l'Union africaine puisse s'autofinancer. Déjà s'autofinancer dans le sens où on va essayer de mettre une taxe, je crois, une taxe douanière sur les importations qui vont entrer en Afrique, je crois, de 0, et quelques %. Donc, j'ai pas vraiment les chiffres. Oui. Maintenant, pour repartir sur la corruption, oui, monsieur Ndongo a raison, c'est un fait. Il y a les multinationales, c'est le phénomène des pots de vin. Ils viennent pour des exploitations minières et autres. Il y a des pots de vin dans les ministères. Mais il y a aussi l'Africain lui-même qui est corrompu en sa façon. J'ai eu la chance, peut-être lors de mon parcours, de mon cursus universitaire, de travailler pour une ONG qui était affiliée à l'ONU. Et nous avons mené une enquête sur la corruption, sur un échantillon de 2000 Congolais à l'intérieur du pays, dans les grandes villes. Nous avons posé des questions à des politiques, à des étudiants, à des chômeurs, enfin, du moins toutes les classes politiques. Mais lorsque vous essayez de faire le récap de cette enquête, vous vous dites que la corruption a encore sa place en Afrique, quoi. Parce que les gens font de la corruption leur thé du matin. C'est-à-dire que déjà pour revenir au Congo, là vous parlez des routes, mais moi je vais aller encore un peu plus bas. Le Congolais a atteint une étape où il se retrouve dans une administration où
les autorités ont décrété, par exemple, donc je vais essayer de donner un exemple, que voilà, les actes de naissance ou les certificats de naissance sont gratuits, mais le Congrès arrive dans cette administration, il donne son acte de naissance pour dire, bon voilà, faites-moi des extraits, mais vu que parfois par gratuité, c'est sur 48 heures la délivrance, le monsieur, il donne l'acte de naissance et il donne quelque chose. On lui donne un peu plus tôt que voilà. Pourquoi il donne un peu plus tôt que prévu. Donc nous-mêmes, en fait, nous corrompons et nous poussons les gens à vivre dans cette gangrène-là qui est la corruption. Alors, à Romik Okila, je m'aurais bien posé cette question. Est-ce qu'on peut dire que Hervé Dello l'a dit tout à l'heure, c'est comme si la corruption, c'était une affaire africaine, un problème congénital peut-être des Africains. Est-ce que vous avez cet avis-là? Est-ce qu'on peut évidemment endiguer la corruption en Afrique? Merci pour ces deux questions, Serge. Il faut se dire d'abord que la corruption, avant d'être une action, un acte, c'est d'avoir un comportement. Alors, vous allez constater que c'est quand même scandaleux qu'une grande institution comme l'Union européenne et l'Union africaine puisse se retrouver autour d'un tel thème. En fait, lorsqu'on mène bien une réflexion rationnelle, qu'est-ce que ça signifie? On ne peut parler, donc, c'est les États africains qui se retrouvent autour de la corruption. Implicitement, qu'est-ce que ça signifie? Les États africains sont pollués dans la corruption. Non, mais ça, c'est reconnu. Hein. Non, s'il vous plaît, Non, je sais que vous allez arriver, mais je vous dis déjà qu'ils ont reconnu. On sait bien que la corruption, c'est un problème au niveau de l'Afrique. Voilà, raison pour laquelle on veut lutter. Donc, voilà. C'est pas étranger. Donc, ça. j'en venais. Voilà. C'est pas étranger. Faites la différence avec d'autres États. Est-ce que vous voyez? Alors là, déjà, en passant. Mais il y a aussi des pays, hein, d'autres États qui sont corrompus. Mais donc, vous verrez jamais l'Union européenne se retrouver sur une telle thématique. Ça veut dire que la corruption est dans les gènes de l'Africain. Et quand on dit Africain, Serge, mais moi je suis Africain. Il ne faut pas qu'on présente la corruption comme dans une bulle. C'est ce que nous vivons. Au Congo, dans mon petit périmètre là où je suis assis, je peux vous développer tout ce qu'il y a comme corruption. Déjà, le Congo se bat pour la corruption, contre la corruption. Alors, c'est un problème purement humain, un problème purement sociétal. C'est devenu une manière d'être du Congolais qui a influencé tous les secteurs d'activité. Politique, économie, tradition, famille, maison, mariage, religion, église, ainsi de suite. C'est un fléau. Donc je me dis, lorsque une telle institution prend en bras le corps ce problème, voyons l'envergure de la situation. Il ne faudrait pas que ça soit comme des thèmes habituels. Bon, la sécurité, oui. Mais c'est tout le monde qui devait prêter attention à cette rencontre. Mais cette rencontre, je vous en prie, au cours de cette rencontre, en passant, les chefs d'État africains ont promis, se préparent en fait, de répondre à Trump. Vous voyez le paradoxe. Hein? Nous venons de toucher ce point au début. C'est Trump qui nous traite de pays de merde. Mais c'est nous qui allons vers une grande concertation des chefs d'État sur la corruption. Vous voyez ce que ça signifie? La corruption, c'est quoi? C'est la merde. Donc là, nous sommes dans la merde d'abord. Nous allons répondre à Trump. Mais il faut le souhaiter ceci. Au sortir de là, je suis d'accord avec M. Ndogo, au sortir de là, il faut que nos États puissent fonctionner sur des bases purement juridiques. Parce que l'homme blanc n'est pas différent de l'Africain. Nous sommes des humains, nous sommes des hommes avec grand H. Non, mais quand vous parlez de l'homme blanc, c'est comme si vous voulez quand même pas dire qu'il n'y a, pas de la corruption chez les blancs. Non, oui, mais je voulais dire ceci. Mais dans le processus d'évolution des sociétés, vous savez bien que nous sommes en retard, tout simplement parce que l'homme africain ne met pas au centre la norme juridique. Voilà pourquoi, merci beaucoup. C'est tout le problème. Voilà pourquoi cette année va être consacrée à cela. Mais Alphonse Dongo, vous avez parlé tout à l'heure que l'Afrique n'aura pas de moyens. Et en cela, vous avez d'ailleurs cité l'Union africaine, le siège qui a été construit par la Chine. Moi, je trouve pas de mal, hein, en question de coopération, si la Chine aidait l'Afrique à construire un siège plutôt. Ça pose ça le problème. Mais quand on revient sur la corruption, l'Afrique n'a pas vu la corruption aujourd'hui. Vous savez, pour lutter cela, déjà, il y a des institutions réglementaires qui ont été créées, notamment la Convention de l'Union africaine, donc sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée en 2003. Il y a plusieurs organes comme ça qui luttent contre la corruption. D'ailleurs, si on parle seulement de cette convention, comment comprenez-vous que 15 ans après la mise en place de cette convention, on est encore en droit de dire que la corruption sévit, alors sévit sérieusement en Afrique? Oui, c'est le paradoxe de l'Afrique.
Le paradoxe de l'Afrique, c'est on ne va pas reprocher à l'Union africaine de s'engager sur ce terrain. C'est une initiative louable. De toute façon, le voyage commence par les premiers pas et c'est tant mieux si l'Union africaine y songe maintenant, 15 ans après, comme tu l'as dit. Mais mon problème aujourd'hui, c'est que l'Union africaine nous a habitués à des espèces de mise en scène, à des feux d'artifice de ce genre. On prend des initiatives et puis finalement, ces initiatives manquent un peu de suivi, manquent d'application tout à fait numérique, si on veut parler comme ceux qui font des mathématiques sur le terrain. Et c'est là où je reproche à l'Union africaine ce caractère un tout petit peu amorphe, parce que tu vas constater, Sergio, que c'est plutôt des organismes comme Transparency International, qui est un organisme allemand, qui a été au devant de la scène pour pouvoir projeter aux Africains le vrai miroir, la vraie situation, l'indice de corruption dans leur propre pays. Et c'est comme ça que aujourd'hui, on sent quand même que c'est plutôt cet organisme qui est pris beaucoup plus en considération par rapport à ce que l'Union africaine fait. L'Union africaine va lutter contre la corruption, oui, va peut-être en faire tout un sujet. Mais est-ce qu'ils ont des moyens, des moyens de suivi, des moyens même coercitifs? Il n'y en a pas. Et ce que je disais tantôt, que le problème de la corruption est tout simplement une affaire de la volonté politique d'un État. Et moi, je vais même au-delà de cette histoire de volonté politique, parce que ça dépend du guide éclairé et suprême. Bon, moi, je suis pour qu'il y ait des États de droit, pour que, évidemment, la justice puisse s'auto-saisir des cas flagrants de corruption. C'est ça le problème. Si vous prenez le cas de notre pays, qui peut intéresser nos téléspectateurs, on peut quand même se dire que, bon, c'est vrai, le Congo a mis des instruments qui luttent contre la corruption, notamment la commission de lutte contre la fraude, la concussion, ainsi de suite, qui a produit des rapports, mais des rapports qui, pour moi, il faut qu'on se dise la vérité, qui indexent beaucoup plus les voleurs de poules. Alors que des vrais cas de corruption avérés qui s'opèrent dans le secteur pétrolier, forestier, minier, BTP, c'est-à-dire bâtiments, travaux publics. On va y revenir. Évidemment, on ne sent pas que cette commission s'engage. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu que le Fonds monétaire international, dans le cadre des négociations que nous menons, épingle le Congo sur le cas de corruption et de bonne gouvernance. Évidemment, je pense, ça a été une bonne occasion. Le président, qui a déjà lui-même été au centre, donné le ton à un moment donné, sans que, évidemment, ceux à qui il a confié cette mission l'accomplissent comme il se doit. Le président est monté au créneau à l'occasion de son discours, n'est-ce pas? Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, on a vu le lendemain, la justice s'est fendue d'un communiqué pour nous parler merci beaucoup de nous anticiper dans cela. Donc, je restais en termes des institutions pour m'interroger quand même, pour essayer de voir où se cache l'arbre, donc qui cache la forêt. Déjà, en 2017, nous sommes donc du 26 au 27 avril à Brazzaville. Les États membres se sont réunis dans le cadre de la deuxième assemblée générale, donc de l'association des autorités anti-corruption d'Afrique. C'est toujours avec cet même élan. Et d'ailleurs, parlant de cela, nous sommes à Accra en 2013. L'Afrique toujours a donc adopté une stratégie de lutte contre la corruption, stratégie 2014-2018. Et c'était lors de la première assemblée. On voit bien qu'il y a cet engagement qui est visible, mais comment sur terrain, alors qu'on a des réunions qui datent depuis longtemps, j'ai cité des réunions 2013, 2014, 2017, mais aujourd'hui l'Union africaine a comme l'impression, l'Union africaine elle se rend compte que rien ne s'est fait efficacement sur ce terrain-là. Oui, c'est quand même quelque chose de bizarre aussi, cette situation sur la corruption. Mais vous devez savoir que la corruption est quelque chose qui rapporte en fait auprès des personnes qui sont dans la corruption. Je vais vous citer Abdoulaye Mardjei qui est directeur régional du PNUD au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Lors de la conférence de Dakar, dans la conférence ministérielle de Dakar, où effectivement on a parlé de la corruption là-bas, en 2015, il a démontré que la corruption en Afrique, sur la base des trafics, donc des transactions illicites, fait perdre à l'Afrique plus de 60 milliards de dollars. Et ce montant représente plus que l'aide publique au développement. Ça veut dire qu'en termes de coût d'opportunité, la corruption fait en sorte
que l'Afrique ne puisse pas avancer. Ces chefs d'État le savent. L'Union africaine est consciente que aujourd'hui, ce qui gangrène en fait l'Afrique, c'est la corruption. On a parlé tout à l'heure des multinationales. Oui, c'est vrai, il y a des multinationales qui viennent, qui corrompent nos dirigeants, mais il y a aussi des multinationales qui ne viennent pas justement parce que nous sommes corrompus. Parce que il y a des sociétés sérieuses, des multinationales sérieuses, lorsqu'elles veulent investir dans un pays, bon, je prends le cas du nôtre, elles veulent investir sur le Congo, et ils voient la place du Congo sur le doing business, par exemple. Ils voient la place du Congo sur l'indice de performance. Donc, ils se renseignent auprès de Transparency International. Mais lorsqu'on se dit, justement, pour donner l'information, le Congo en 2016 se retrouvait donc 159e pays sur 179, je crois. Non, sur les pays moins corrompus, donc on est un peu trop loin. Ouais, non, là nous sommes à la 141e place, 2018. Nous sommes à la 141e place. Bon, après, c'est toujours plus de 100, quoi qu'il en soit. Bon, je crois que il y a des efforts qui se font. Peut-être c'est tard aussi, l'instinct de survie. Parce qu'il y a la crise mondiale qui touche un peu partout, qui empêche effectivement qu'il y ait de la confiance de la part des investisseurs. Donc l'instinct de survie des Africains aujourd'hui les oblige à se réveiller. Et ils se disent, nous, pour faire rentrer des capitaux chez nous, il faut qu'on montre aux gens que voilà, nous avons changé, nous sommes bien, nous luttons contre la corruption. Bon, après, est-ce que c'est juste un rideau, enfin une sorte de voile qu'on met comme ça juste pour essayer de divertir le monde, ou est-ce que c'est réellement une opération? Nous souhaitons que ce soit une opération parce que l'Afrique doit avancer. Merci beaucoup. Et d'ailleurs là, quand vous parlez de la crise, je vais vous donner la parole, ne vous en faites pas, je vais vous poser une question. On est peut-être dans le mode sauvons-nous nous-mêmes, comme a dit le président de la République, mais dans ce mode-là également, tout à l'heure, monsieur Alphonse Ndongo a bien révélé qu'il y a eu la commission de lutte contre la corruption et la concussion qui a produit un rapport. Ça peut pas être quand même le seul. On a de l'Observatoire anticorruption dans le Congo. Nous avons également l'Agence nationale d'investigation financière. Toutes ces organes qui travaillent pour lutter contre la corruption. Mais les rapports sortent, mais on ne voit pas la justice s'en mêler. Seule chose qu'on a vue, après que le président a parlé, c'est le procureur, Monsieur Kongakala, qui annonce que la DST devrait encore enquêter alors qu'on avait un rapport ficelé de la commission. Est-ce que finalement, on n'a pas déjà des politiques à double vitesse ou des engagements à double vitesse au niveau de l'exécutif? On affirme une volonté, mais les personnes qui doivent accompagner cette volonté ne le font pas. C'est pas le sentiment que vous avez finalement? Sergio, ça me laisse à réfléchir tout de suite. Que c'est peut-être ça aussi la corruption. Parce que tu vois, nous sommes en train de réfléchir, soyez un peu cogito. Un rapport a été étalé, vous venez là de rafraîchir ma mémoire. Un rapport a été étalé par la commission de lutte contre la corruption et la fraude. Le rapport vieillit sur la question de la CREF, bien établi, pendu devant la presse. Un rapport établi sur le CHU. Que fait la justice congolaise? Voyez-vous? Alors aussi la justice se saisissait de ce dossier. Le Congo serait déjà en avance même. C'est-à-dire que par rapport à cette rencontre sur la lutte contre la corruption. Mais sinon, il faut dire que enfin, cette commission a fait ses prouesses ces derniers temps avec tous les remous que nous avons connus. En tout cas, c'est une commission qui continue à travailler. Elle continue à travailler, elle nous a pondu des rapports à la presse. Aujourd'hui, on sait qui a fait quoi, par exemple, au niveau de la CREF. Ça, c'est établi. C'est un appareil, c'est un instrument de la machine judiciaire. Donc, il faut dire que la justice doit jouer son rôle dans la lutte contre la corruption en Afrique. Mais cependant, Serge, je suis en train de réfléchir, cette rencontre. Vous voyez, lorsque nous sommes en train de parler, il me semble que il y a ce qu'on appelle le manque de l'auto. On n'arrive pas à s'assumer. Vous voyez, lorsqu'on parle de corruption aujourd'hui, puisque les nations africaines vont se rencontrer, on voit plus l'extérieur qui vient corrompre en Afrique en matière économique. Non, la corruption pose problème en Afrique sur quel plan? D'abord sur le plan institutionnel. Moi, je pense que le vrai problème d'Afrique, d'abord, il faut voir la gouvernance en Afrique. Moi, je sais que c'est ça qui sera traité. Voyons en RDC, par exemple. Il y a un grand problème. Et quand vous lisez le tableau de la RDC, on y arrivera. Vous voyez bien qu'il y a un problème de corruption. Moi, je serai capable de vous le démontrer. Alors, il faut d'abord chercher à définir ce que c'est la corruption. Donc, nous avons des corruptions en Afrique sur le plan de nos exécutifs. Il faut voir quel ministre fait quoi. Il y a la corruption dans la gestion gouvernementale. Globalement en Afrique, il y a des corruptions au niveau de nos institutions. Comment est-ce que l'Afrique nous vote ses lois?
Est-ce que c'est des lois destinées au développement de l'Afrique ou des lois qui sont là, qui sont votées pour aider ou bien favoriser un lobby quelque part qui doit se faire des fonds? Mais peut-être que ça peut commencer à faire réfléchir les Congolais. Mais il y a la corruption dans les partis politiques. Vous allez voir un parti qui est de la social-démocratie. Il croise avec un parti qui est libéral. Il y a un problème. Ça, c'est une pure corruption politique. Et ça freine la machine démocratique. Donc, il se pose un problème là idéologique. Il y a une corruption. Vous avez également une grande corruption au niveau de la société civile qui n'arrive pas à se définir. Qu'est-ce que la société civile au Congo? Et lorsqu'on vous parle de quelque part, vous allez trouver une société civile qui défend les causes de l'opposition congolaise, une autre société civile qui défend les causes de la majorité présidentielle. On ne comprend pas. C'est de la béabèse. Et quelque part, vous avez encore une vraie corruption au niveau de nos administrations. Voilà ce qui a apporté même la crise au Congo. Nous avons dû dernièrement, un ministre arrive avec son lobby. Il vide tous les cadres de la maison et il emmène les siens. Alors, mais quand vous allez plus loin, il y a corruption même au niveau des textes de l'État. Donc, Sergio, si je m'amuse à faire ce jeu, c'est dire que la corruption gangrène. Donc, évidemment, d'ailleurs, la publication des Nations Unies, donc sur la gouvernance, le rapport sur la gouvernance en Afrique des Nations Unies, voilà, publié en 2016, donc parle de tout ça. On parle de la gouvernance. On parle également de. Et si je vous emmène dans les églises. C'est la totale. Total, d'accord. On va terminer cette question avant d'entrer de parler de la RDC. Je vais vous donner à chacun 30 secondes, donc pour terminer, tout en évoquant ce rapport. Tout à l'heure, M. Romic parlait de nos institutions. Alors, la question centrale, c'était comment faire, finalement, pour lutter efficacement contre la corruption en Afrique. Ici, on a déballé, on a parlé de tout ce qui n'allait pas. Mais quand on regarde, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait qu'au niveau au niveau institutionnel, on a un problème d'impuissance des institutions, au niveau de réglementaire, au niveau de la justice, presque à tous les niveaux, il y a des problèmes. Alors, Alphonse Dongo, selon vous, qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour efficacement lutter contre ce fléau? La répétition est peut-être la meilleure des choses. Pour moi, pour lutter contre la corruption, il faut que le distinguo soit établi, c'est-à-dire que on respecte le principe de la séparation des pouvoirs, tel que consacré par Montesquieu, pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Que la justice fasse clairement son travail sans qu'il y ait une entrave de l'exécutif ou du législatif. Et comme mais ça, sans vous couper, en Afrique, notamment au Congo, il y a ce principe de séparation de pouvoir. Non, je ne sais pas s'il y en a, parce que moi j'ai constaté, j'ai constaté quelque chose. Le président a fait le discours. Pour moi, la question est de savoir si ça existe, mais pourquoi on parle toujours de la corruption? Je pars aussi d'une observation en tant que journaliste. Le président a fait un discours. Le lendemain, le procureur s'est fendu d'un communiqué, certes malicieusement antidaté, pour parler des cas de flagrance de corruption au CHU, alors qu'il aurait dû faire son travail sans que le président en parle, parce que la justice est aussi ça là. Donc, nous sommes Congolais, on sait ce qui se passe. On sait très bien que la justice met un peu de temps pour pouvoir s'auto-saisir de certains dossiers. Pour quelles raisons? Je n'en sais rien. Il paraît que c'est une question d'opportunité qui revient. Alors, dans ce cas, il faudrait que la justice soit franchement une justice indépendante, qu'elle puisse s'auto-saisir de certains sujets qui ont trait à la corruption, c'est-à-dire d'un côté les corrompus et de l'autre les corrupteurs. Parce que quand je parlais des multinationales, ce sont elles qui sont des corrupteurs. Donc il faut qu'on ait des États de droit. Comment font des pays comme la Namibie, qui a accédé à l'indépendance après nous, le Cap-Vert, le Botswana, le petit Rwanda? Excusez-moi, entre guillemets, quand je dis petit Rwanda, par rapport à ce que le Rwanda représente en termes de superficie et même de richesse naturelle. Donc, je pense qu'il faut, dans ce cas, qu'il y ait une volonté politique couplée à un État qui tend vers, n'est-ce pas, l'indépendance de sa justice. Vous pouvez dire une action coercitive pour évidemment faire en sorte que la volonté politique soit appliquée. Hervé Dello. Oui, moi je vais juste citer quelques mots. État de droit, justice, équité et responsabilité. Et ces quatre mots, pour moi, je me dis, ou encore ces quatre termes, ces quatre concepts, pour moi, représentent même la base, la pierre angulaire pour lutter contre la corruption dans notre pays, ou encore dans le continent. Il faudrait qu'on sache un truc.
il faut que lorsqu'on veut aller loin, on ménage sa monture. Et ménager la monture, évidemment, c'est être prêt justement à aller justement à la distance ou encore au point où nous voulons justement arriver. Pour nous, pour bien dissoudre la corruption dans notre pays, donc pour lutter contre la corruption dans notre pays, il faudrait qu'on puisse renforcer les capacités des institutions judiciaires. Donner le pouvoir à la justice de faire son travail. Le chef de l'État a permis qu'il y ait un conseil national de la magistrature. D'ailleurs, donc les magistrats, permettez-moi le terme, qu'ils fassent leur boulot. D'accord? Et qu'il y ait aussi de l'enquête parlementaire aussi, parce que les députés sont là, c'est un parlement 2.0, il y a des jeunes qui sont là, et même je lance un message d'abord à ces jeunes députés qui sont là. Il faudrait qu'ils sachent que ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour leur avenir de demain. Donc vraiment qu'ils puissent faire de leur mieux pour qu'il y ait des enquêtes parlementaires et qu'on frappe. 30 secondes, on va terminer ce sujet. Et Serge, moi je pense que dans ce sens, je me souviens encore du vieux Obapounou qui disait bêtement comme ça, il disait un état de droit, c'est un état qui respecte les droits, et plutôt les lois qu'il a eu à prendre. C'est aussi facile. Nous avons pris des lois, ça veut dire simplement dire le Congo doit converger vers la culture du droit. C'est-à-dire, il faut reformer la justice congolaise. Ne parlons pas de justice parce que c'est dans les textes. Nous connaissons bien la mentalité des magistrats congolais, depuis toujours. Et le chef de l'État, moi j'ai toujours dit, le discours du chef d'État cette fois-ci, c'est mon livre de chevet. Je travaillerai en fonction de son discours. Parce qu'il a donné une ligne. Qu'est-ce qu'il a dit de la justice congolaise? Souvenez-vous, revoyez encore, et les téléspectateurs, que chacun aille lire ce que le chef de l'État a dit de la justice congolaise. Mais quand une justice est teinte de la corruption, qu'est-ce qu'il faut faire de cette justice? Il faut donc la reformer. Il faut reformer notre justice. Que ce soit une justice pure, sacrée, impartiale. Je dis bien sacrée, forte. Et une justice républicaine honorable. Mais c'est un problème d'homme. C'est pas parce qu'il y a des lois, il y a le code pénal, le code, ainsi de suite. Non. Le problème, c'est ceux-là qui manipulent. Il faut donc reformer. Lorsqu'on dit reformer, il faut que cette fois-ci que le Congo choisisse des vrais magistrats, ceux-là qui ont prêté serment pour la magistrature et non ceux-là qui font partie de lobby. C'est non comme cela. Ça veut dire le politique ne doit plus influencer la justice congolaise. On va donc terminer ce chapitre. On va parler de la RDC. Vous le savez, mesdames et messieurs, ce qui vient de nous rejoindre, merci de nous rejoindre. C'est bien notre magazine Presse Tribune. Sur ce plateau, donc, nous avons monsieur Alphonse Dongo, Hervé Dello et puis monsieur Romy Kokilas. Nous débattons sur les questions d'actualité qui touchent à la marche de notre société RDC. C'est tout de suite. Alors de retour, on est là dans dans ce plateau de Presse Tribune. On était tout en heure avant de revenir parler de où on va commencer. Ben oui, on va maintenant commencer à droite avec Romy Kokilas. Vous l'avez suivi donc le vendredi dernier, le président de la RDC, après 5 ans de silence, il a fait face à la presse pour dresser une sorte de bilan de ses 17 ans de règne donc à la tête plutôt de la République démocratique du Congo, mais sur fond de crise. Alors, parlons d'abord de sa communication. Qu'est-ce que vous avez retenu de la communication de Joseph Kabila? Bon, ce qu'il faut saluer très vite, c'est le courage du président Kabila de sortir de son silence, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Il a communiqué enfin. Et une communication que j'ai beaucoup appréciée. Il était très lent. Et la communication, au départ, apparaît comme un point de presse. Et puis, après, ça paraît comme un point de presse. Et puis, vu le timing, ça paraît maintenant comme une émission. Et moi, je me dis, il fallait que ce soit même un message à la nation. Pourquoi? Le président Kabila fait un bilan de sa gestion. Il a fait un bilan et des projections. Alors, il le fait, comme vous le dites, tu le dis, sur le fond de crise. Mais c'est pas là où on attendait le président Kabila. Soyons concrets, c'est pas là. Quand j'ai lu le discours, à peine même avant de monter sur ce plateau, je venais encore de lire ce discours. Mais on connaît le tumulte qu'il y a en RDC. On l'attendait là. Mais le président Kabila se justifie. Il justifie sa gestion. Mais cependant, le problème qui se pose en RDC, c'est un problème de processus démocratique. C'est pas un problème de gestion. Il a géré, certes. Il a fait ça, il a fait ça. On peut, en passant pour ne pas... Alors, le président Kabila m'a rappelé Lumumba.
le dernier discours de Lumumba. Le président Kabila m'a rappelé le discours du Sphinx Mobutu à la table des Nations Unies, le discours historique. Le président Kabila m'a rappelé Sankara quand je l'ai vu. D'accord. Alors tout cela, on va vraiment aller droit au but. Tout à l'heure, comme l'a bien dit M. Miko Okilas, on sait bien que le contexte en RDC, c'est vraiment un contexte presque chaotique. Vous le savez, les élections attendues à la fin du mandat du président Kabila n'ont jamais été organisées. Il y a eu des concertations et aujourd'hui, les laïcs catholiques, avec une frange d'opposition, organisent des marches le 31 décembre 2017. On a déploré des morts, des blessés. Le 21 janvier dernier, la même chose. Et la contestation semble gagner aussi l'international avec la Belgique. Aujourd'hui, on parle plus le même langage. Et dans les réclamations, il faudra que le président Kabila dise qu'il ne sera pas candidat aux élections prévues en décembre 2018. Alors, selon vous, Hervé Dello, pourquoi le président Kabila ne s'est pas prononcé sur cette question que réclame tant une partie de la population congolaise ? De la RDC, bien évidemment. Oui, merci. C'est même une très bonne question parce que quand on parle même de cette fameuse conférence de presse dont M. Miko Okilas a évoqué tout à l'heure, le président Kabila lui-même déjà n'a pas réellement répondu à la question. Mais on va repartir sur un point constitutionnel. Vous devez savoir que la constitution valable en ce moment en RDC donne le droit au président Kabila d'être au pouvoir jusqu'à l'élection du prochain président. Je dis bien jusqu'à l'élection du prochain président. Ce qu'on lui reproche, c'est le fait, d'après ses persécuteurs, de ne pas avoir respecté vous allez parler de ses opposants politiques, pas ses persécuteurs. Hein. Non, il y a des persécuteurs, parce que l'évêque de Kinshasa n'est pas un opposant politique. Non, parce que s'il faut parler, non, s'il vous plaît, j'ai la parole. S'il faut parler d'opposants, on ne mettra pas l'évêque de Kinshasa. Je dis persécuteur parce que l'évêque de Kinshasa. Non, l'église n'est pas la société civile. Parce que là, l'église congolaise. On parle plutôt des détracteurs. En partie. Parce que persécution. Oui, détracteurs si vous voulez. Persécuteur. Bon, c'est pas grave. On va essayer un peu, d'avancer dans ce sens-là. Vous voyez, lorsqu'on repart sur les propos du cardinal Moussengo, par exemple, il dit que les médiocres dégagent. D'accord? Qui l'appelle par médiocre? L'église est quand même censée être un lieu qui prône l'amour, qui prône le bien-être social, mais l'église n'est pas censée prendre position. Donc, le président Kabila est dans ses droits, pour l'instant, d'être là. Maintenant, la question de partir, je pars ou je pars pas, ça, je sais pas trop, mais nous espérons quand même qu'il va respecter la constitution, qu'il va respecter ses engagements, et que voilà, qu'il sortira par la grande porte. C'est ça le jeu démocratique. Alors, monsieur Alphonse Dongo, on le sait bien que les manifestations, sont interdites depuis 2016, donc, en RDC, aux grandes dames de la constitution qui les autorise. Alors, que penserez-vous de l'opinion des gens qui pensent que Kabila, le régime Kabila, essaye d'organiser le chaos pour ne pas préparer finalement les élections? Vous partagez cet avis? Bon, s'il est vrai que le régime Kabila prépare le chaos pour ne pas évidemment organiser les élections à date échue, ça veut dire que l'opposition, la société civile et entre guillemets l'Église, accompagne Kabila dans ce plan macabre de ne pas vouloir organiser les élections à date échue. Parce que je peux pas comprendre qu'il y a quand même eu un calendrier qui a été validé par la communauté internationale, on le sait. Niki Halé est venu à Kinshasa et puis il s'est dégagé quand même un calendrier électoral qui est tout à fait connu de tout le monde. Et aujourd'hui, les gens descendent dans la rue à Kinshasa pour demander tout simplement que Kabila puisse s'exprimer sur ses intentions réelles. Va-t-il partir ou restera toujours locataire du palais de la nation? Je dis, le problème, si les gens étaient fins tacticiens politiques à Kinshasa, ils ne devraient pas suivre Kabila dans cette démarche, puisque finalement, plus on perd le temps à vociférer, à grommeler dans les rues de Kinshasa, de Lubumbashi, je ne sais pas, de Kananga, c'est en faveur, ça joue en faveur de Kabila qui est encore au pouvoir, parce que il n'est pas évident, il n'est pas impossible que demain il brandisse un carton jaune en disant je ne peux pas organiser les élections à date échue parce que tout simplement nous avons connu des situations difficiles politiques, des situations sociales qui elles-mêmes ont engendré une situation financière
assez difficile. Kabila parlait de quasiment il faut 500 millions de dollars ou 1 milliard de dollars pour organiser les élections et qu'il trouvait que cela est assez faramineux parce que ça peut construire des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Donc moi je me dis aujourd'hui le vrai problème, ça c'est mon point de vue, l'analyse que je fais. Peut-être que je peux me tromper. Je n'ai pas le monopole de la vérité ou de l'analyse, mais je peux quand même me poser une question. C'est de me dire aujourd'hui l'opposition a été poussée à ses derniers retranchements. On voit que sa capacité de mobilisation chaque fois qu'Étienne Tshisekedi, enfin pas Étienne, le fils Tshisekedi, Félix, qui s'est dit fils, lance un appel pour certaines manifestations dans les rues de Kinshasa et à l'intérieur du pays, on voit que la mobilisation est quelque peu en train de frémir. Alors, est-ce que demain, l'Église, qui maintenant est montée au créneau pour jouer quasiment le rôle de l'opposition, puisque l'opposition n'est pas assez bien structurée, n'est pas assez forte, les Katumbi sont à l'étranger, entre Bruxelles, Paris et Portugal et New York, est-ce qu'aujourd'hui, si l'Église, parce que quand je regarde le rapport de force, je ne vois pas comment l'Église pourra tenir dans ce combat pendant longtemps et finalement avec les situations sociales, ventre affamé n'a point d'oreille, il est probable que l'Église même perde aussi ce combat contre Kabila et ça peut amener Kabila à se dire ne suis-je pas le seul maître, le seul commandant à bord du bateau RDC. D'ailleurs, on va parler de ce combat avec l'Église. D'abord, je vais poser la question. Aujourd'hui, en dehors de ce que les laïcs demandent, que Kabila se prononce, qu'il ne sera pas candidat, mais on demande également l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors, comment comprendre que après il y a eu une nomination de Bruno Tubala, qui était un transfuge de l'UDPS version Étienne Tshisekedi, et qui a eu un gouvernement, d'ailleurs des Vital Kamerhe, tous les autres qui crient aujourd'hui ont bel et bien participé à ces gouvernements. Aujourd'hui, on réclame encore l'application de cet accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que du côté du gouvernement Kabila, on estime qu'on a respecté cet accord. Bon, Serge, nous sommes là en face des ecclésiastiques et des politiques. Et c'est la logique de la politique africaine. Et aujourd'hui, je me permets de le dire, on réduit l'Église en miniature, oubliant que c'est la plus grande plateforme en matière de société civile. En Afrique noire, surtout dans notre sous-région. Souvenez-vous, l'histoire ne trompe pas. Lorsque les politiques n'ont pas pu, dans notre sous-région, l'Église avait pris la relève pour gérer les conférences nationales. Vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Mais parlons des revendications, la mise en place de... J'en viens, il fallait partir de là. Il fallait partir de là pour placer l'Église dans son rôle. Aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, pourquoi l'Église? Mais lesquels ont mené les politiques de la RDC à ce conclave où ils ont signé l'accord? C'est encore l'Église. C'était de bonne foi pour chercher une solution. Maintenant qu'aujourd'hui, la même Église qu'est la Sentinelle, c'est l'institution morale. Mais vous savez que l'Église, aujourd'hui, c'est la plateforme de la société civile, je dis bien. Donc, on ne prenne pas l'Église comme j'ai suivi. Le président Kabila entend dire, Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale. Jésus-Christ ne va jamais présider une commission électorale, s'il vous plaît. Mais Jésus-Christ a présidé les conférences nationales au niveau de l'Afrique. Et donc, ça, c'est des réponses politiques. Oui, ça, c'est le président Kabila qui l'a dit, mais tout en oubliant que Mosengo est de beaucoup. Mais, attendez, l'Église fait son injonction lorsqu'il y a des questions purement d'insécurité qui touchent droit à la population et des questions humanitaires. Alors, on doit toujours se poser cette question en Afrique. Bon, avec tous les efforts que l'Église a eu à faire en RDC, tous nous avons suivi. Les clauses n'ont pas été respectées par le gouvernement de la République, je le dis. Mais là, c'est ce que vous dites, mais maintenant, je vous retorque qu'il y a eu un gouvernement issu de cet accord. Oui, un gouvernement, Sergio, mais on est en politique, c'est pas le béni-oui-oui. La politique, il y a un gouvernement, à côté, il y a une opposition qui a participé à la mise en place de l'accord. Mais lorsqu'il constate qu'il y a un glissement, que fait l'Église? L'Église joue le rôle de l'arbitre. Mais la politique est plutôt le pouvoir de la RDC joue sa carte. Oublions que ils ont le deuxième œil qui est l'opposition. C'est en ce moment-là, je donne raison à mon confrère qui a dit, mais l'opposition est réduite en miniature. Qui sait si c'est vrai? Ça, c'est un problème aussi. Maintenant, la même Église
qui est décidé à apaiser le climat, à porter la paix dans le pays, constate que les glissements de Kabila ne peuvent pas instaurer la paix en RDC. Pourquoi? Dans presque tous les départements, vous avez des conflits. Mais déjà au Kassai, vous allez vous arrêter par là. Au Kassai, le président, quand il s'est exprimé, la question était résolue donc à 85% et qu'il a promis la paix. La paix est en train de revenir Mais la paix ne revient pas par un individu. Vous avez vu ce que nous avons fait au pôle. C'est un exemple concret. Un exemple concret. Le Congo, pour régler la question du pôle, le président Denis ne s'est pas dit, permettez-moi, je ne suis pas trop fanatique, mais quand même, il fallait associer des gens. Merci beaucoup, je vais revenir à vous, mais Kabila a quand même organisé ce dialogue depuis qu'il a été président. Ça, ce sont ses affirmations. Alors, Hervé Dello, moi la question, aujourd'hui, on voit bien qu'en dehors, avec l'Église, ça ne parle plus le même langage, l'opposition n'en parlons plus, mais également cette question, cette crise en RDC touche un partenaire important pour la RDC, qui est donc l'ancienne puissance coloniale, la Belgique. Vous avez suivi donc le représailles de la RDC après que la Belgique ou l'Union européenne a pris des sanctions contre les dirigeants RDCiennes. Cette situation, selon vous, ça augure de lendemain meilleur pour la RDC quand on sait que la Belgique a décidé comme quoi il ne peut que travailler avec des autorités congolaises s'il y avait des élections crédibles organisées donc d'ici décembre, alors que la situation telle que partie n'augure pas qu'il y aura des élections en décembre. Bon, déjà, je vais juste dire une chose déjà dans cette chose, c'est de quoi je me mêle. La RDC est un État souverain. La RDC est un État souverain. Il faudrait qu'on sorte déjà. L'Afrique, on a besoin de sortir c'est-à-dire briser ce lien de puissance coloniale, je sais pas quoi. C'est fini ça. La RDC est un État souverain. J'aime pas ce la langage, RDC a un problème. Il n'est pas diplomatique, hein. Il n'est pas universel ce langage souvent. Non, mais justement, voilà. moi je peux pas accepter qu'on puisse dire puissance coloniale. Si je n'appellerai jamais un Français par puissance coloniale. Il y a plus même de ex-puissance coloniale. Bon, bref, on va pas trop s'éterniser dessus. Ce que je veux juste faire comprendre, c'est quoi? C'est que les Belges peuvent avoir leur point de vue. Il y a un problème en RDC, le monde entier le sait. Le pape François lui-même a appelé les partis à la retenue, a appelé les partis à prôner la paix. Le monde entier sait qu'il y a des problèmes en RDC. Mais je ne vois pas pourquoi les Belges vont dire, bon voilà, nous ne sommes pas prêts à travailler avec tel gouvernement, on veut travailler avec tel. Parce que quelque part, on peut aussi accuser cette même Belgique à vouloir fomenter des troubles pour faire partir un individu. Vous avez donc les sentiments qu'a le président Joseph Kabila, qu'il y a une sorte d'une volonté de pouvoir dire aux Congolais quand est-ce qu'il faut agir et comment il faut agir. Oui, le président, mais il y a un calendrier électoral qui est là. Il y a eu la conférence de la CIRGEL, ici à Brazzaville, tenue même sur l'égide du Congo, donc par son excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Le président Kabila a promis qu'il y aura des élections. Il y a eu un calendrier électoral. Les partis prenantes à cette conférence de la CIRGEL ont promis, en fait, s'investir pour ramener la paix en RDC. Laissez le monsieur le temps. Je vous dis que la RDC, déjà, aujourd'hui, c'est un pays qui a plus de 2,345 millions par là kilomètres carrés, 86 millions d'habitants. Comment voulez-vous qu'un président qui gère une grande masse comme ça, 2 fuseaux horaires, qui puisse en quelques mois se réveiller un bon matin, concevoir le fichier électoral, faire les élections, alors que Sergio, ça, déjà en termes de coût, on a plus d'1 milliard de dollars. S'il vous plaît, ça c'est trop dit. Tel que vous développez, c'est comme si je vous en prie, Kabila est arrivé un jour aux affaires. Nous sommes dans un État démocratique. Quand vous raisonnez comme ça, c'est comme si on est dans un État qui n'est pas réglementé par une constitution. Mais la Constitution donne le droit à M. Kabila d'être au pouvoir. La Constitution donne le droit à M. Kabila de organiser les élections. Il n'a pas organisé. Mais vous revenez un bon matin, vous voulez dire, bon voilà, monsieur sort de la maison. Non, c'est pas normal. N'ayons pas les yeux fermés. Je n'ai pas les yeux fermés. Faisons un flashback dans le passé. À quel moment le pouvoir de Kabila connaît des troubles? C'est à la fin de son mandat. Je dis bien mandat. C'est prévu par la Constitution. 2016, nous sommes en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mais je vais résumer. C'est l'accord de la CCIV. Non. Le président Kabila n'a pas pu maîtriser la gestion. Franchement, ça c'est purement politique. Il n'a pas pu maîtriser la gestion du processus électoral. Ça c'est vous qui le dites, monsieur Romik. Faut vous rater de bien manipuler le processus. Là vous rejoignez ma pensée. Je vous parle parce que il faut avoir un point de logistique aussi. C'est un grand pays avec une superficie. Mais n'attendez pas que les gens attendent le président Kabila jusqu'à organiser quand il voudra. Ça c'est faire du jeu. Je vous en prie, le souverain primaire. Il a promis le faire. Merci beaucoup, Alphonse Dongo. Alors,
On parle, ça va dans tout le sens. On voit les laïcs, l'opposition, maintenant l'Union européenne via la Belgique. Alors, je peux dire, par absurde, hein, bon, peut-être pas par absurde, mais si on essaye de bien voir si jamais il n'arrivait pas, le processus électoral en RDC n'arrivait pas en décembre 2018. Comment voyez-vous l'avenir de ces pays, ces grands géants de l'Afrique centrale? Cela est d'autant plus inquiétant pour les pays voisins, notamment nous à Brazzaville, parce qu'on sait que lorsque Kinshasa éternue, évidemment, les conséquences se font ressentir chez nous ici, puisqu'on va tousser. Alors, mon problème aujourd'hui, c'est que je suis un peu gêné par la position qu'a prise l'Église catholique, parce que l'Église catholique, à mon humble avis, aurait pu être le dernier rempart. Diplomatiquement, elle aurait pu gérer cette situation, au lieu, évidemment, de prendre déjà fait et cause pour une partie de l'opposition qui est contre Kabila. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Kabila ne peut plus considérer ses ecclésiastes comme un partenaire, comme des gens qu'il peut recevoir et à qui il peut accorder une oreille attentive. Ça pose un véritable problème. Ça veut dire qu'à l'intérieur, le dialogue est rompu. Il n'y a plus, n'est-ce pas, un partenaire auprès duquel Kabila pourrait confier évidemment certaines choses. Peut-être lui reste certaines églises de réveil, mais bon, le fait que l'Église catholique, ce soit à mon humble avis, compromise dans cette situation de la RDC en montrant carrément qu'elle était du côté de l'opposition, cela me pose un véritable problème. Maintenant, comment est-ce que les choses peuvent se passer? Il faudrait que les États de la sous-région, notamment la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le CIRGEL, et ainsi de suite, le président Denis Sassou Nguesso, et pourquoi pas l'Union africaine également, prennent à bras le corps la situation de la RDC. Moi, je pense qu'il faut amener Kabila il faut l'accompagner à sécuriser le processus jusqu'à ce qu'il arrive à son terme tel qu'il est prévu dans l'actuel calendrier. Décembre 2018, hein. Non, pas au-delà, parce que j'estime que on dispose encore quand même, s'il te plaît, de pratiquement 11 mois pour qu'on arrive à la prochaine présidentielle et que finalement les chiens se taisent à Kinshasa pour qu'évidemment la paix revienne dans ce pays et le développement qui va avec. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il appartient à tout le monde de s'impliquer. Il faut approcher le président Kabila. Sinon, il va monter sur ses ergots en se disant, l'opposition, j'ai pu la mettre sous les teignoirs, il n'y a plus personne. L'Église qui pouvait quand même susciter une certaine crainte, elle aussi, elle est rentrée dans la danse de manière tout à fait maladroite. Et là, Kabila peut montrer sur ses ergots et dire, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais même peut-être pas modifier la Constitution? D'ailleurs, justement, vous me volez ma question dans la tête, parce qu'on devrait terminer par cette question. Le président Kabila, lors de sa conférence donc de presse, il a répondu, je m'éclate des rires quand je vois des gens parler de la Constitution, alors que lui se voit comme le seul à avoir battu campagne lors du référendum donc qui avait voté cette Constitution, et qu'aujourd'hui les gens le réclament. Alors est-ce qu'il n'y a pas, on peut, si finalement on allait plutôt au référendum en RDC, ça peut être la solution? Sergio, soyons un peu sérieux dans ce que nous disons. Référendum, comment et pourquoi? Déjà, il peut y avoir un référendum contre Kabila et une opposition. Et l'opposition de la RDC. Dès lors qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'harmonie. Il y a eu des dialogues. Il y a eu des dialogues. Je dis présentement. Il y a eu une crise claire entre Kabila. L'opposition demande le départ. Est-ce que vous voyez? Il faut être clair. L'opposition demande le départ. Ils ne veulent même pas que Kabila organise les élections. C'est difficile. Je dis, mais quand le président Kabila parle, mais c'est normal. Quelqu'un qui ose affaire doit parler de la sorte, c'est ça le souverain. Mais nous devons tenir compte de la réalité sur le terrain. Combien de forces sont sur le terrain? À côté, vous avez une opposition qui s'est recroquevillée. On ne sait qu'est-ce que cette opposition est en train de faire. Avec quel partenaire, on ne sait pas. Curieusement, c'est l'église qui se réveille au milieu du village. Quelle église? Je dis bien l'église qui a joué le rôle d'arbitrage.
Mais qui est derrière l'église, voilà les questions qu'il faut poser. Donc lorsque les gens incriminent l'église, moi je me dis, c'est comme si on ne connaît plus le rôle de l'église depuis l'époque coloniale dans ce pays. On doit faire politique tout en ne pas oublier. On ne doit pas oublier le rôle. Alors vous avez un sentiment, vous restez encore colonial, on dirait. Ça veut dire, moi je vais bien tailler. Kabila est en face des grands adversaires qu'il n'avait jamais eu. Je le dis dans mes analyses. Il est en face de lui toute l'armada de l'opposition de la RDC. Le temps qu'il a pris pour bloquer le processus depuis 2016 a permis à ses adversaires de se constituer en bloc. Ça, c'est le premier bloc. Il en a dans la RDC, dans Kinshasa, il en a à l'étranger. Donc, je vous en prie, il y a eu des glissements, il y a eu des blocus. Donc, ça ferme un lobby. Deuxième lobby, il a l'église, pas la moindre, l'écuménisme. D'accord. Alors, dans l'écuménisme, vous avez et les musulmans et les catholiques et les églises du village, ainsi de suite, à côté. Mais vous avez la communauté internationale, pas la moindre. Vous avez la Belgique. D'accord, okay. Alors, je veux chuter par là. Par expérience, tout président de la RDC qui a bravé la Belgique a eu une suite que nous connaissons tous. Et c'est pourquoi j'ai dit au départ. Ça, c'est dans les années 80, c'est révolu ça. C'est historique. dans les années 80. À l'époque, il n'y avait pas d'iPhone. Aujourd'hui, les choses ont changé. À l'époque, il n'y avait pas Facebook. Ça, c'est fini, ça. C'est fini, ça. Les histoires où les colons, ils viennent chez vous, ils vous font débarquer, c'est fini. Ça, c'est des slogans. Non, nous sommes comme ça. Nous, la jeunesse africaine, on a rompu ce lien. C'est tout. Mais vous parlez comme un politique. Mais oui. Vous parlez comme un politique. Non, je crois comme un jeune Africain. Nous avons. C'est bon, monsieur Ndongo. Je voudrais apporter quelque chose. L'histoire de la RDC nous a donné que ça. Romik, je voudrais apporter quelque chose à mon humble avis. Ça, ce n'est qu'un point de vue. D'ailleurs, c'est votre droit. La Belgique ne pèse pas. La Belgique pèse poids plume dans le cadre de la coopération multilatérale qu'est la RDC avec les autres pays. Voyons voir. Ce sont les États-Unis qui pèsent Voyons en RDC. Voir. C'est pas la Belgique. La Belgique ne représente rien au niveau de l'Union européenne. Attention, ça c'est mon point de vue. C'est la Belgique qui est le partenaire. Je ne fais pas injure à la Belgique, mais j'ai dit c'est les États-Unis qui gèrent la RDC. La Belgique, ce n'est même pas la France. La Belgique est un partenaire direct des États-Unis et non la RDC. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. C'était vraiment un véritable débat sur cette question de la RDC. Tout ce que nous espérons que la paix règne dans ce pays, ces grands géants de l'Afrique centrale, et que bien les autorités politiques se mettent d'accord pour finalement que à la date prévue en décembre 2018, que ces pays puissent avoir des élections et que les nouvelles institutions soient mises en place. Et pour la lutte contre la corruption, nous espérons également que cette question pourra finalement voir du répondant en Afrique pour qu'on n'en parle plus de cette question comme une maladie endémique, mais plutôt quelque chose qui trouve donc des solutions. Merci à Alphonse Ndongo, journaliste qui preste également Jeune Afrique économique, de votre participation à cette émission. Hervé Dello, économiste, merci beaucoup. Romik Oukilas, merci à vous, et merci à vous également qui avez pris de votre temps pour suivre cette émission. Vous pouvez continuer donc le débat, réagir à travers nos adresses des réseaux sociaux, mais nous faire parvenir également des SMS à travers notre numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. D'ici là, continuez donc à débattre chez vous, et quant à nous, on se donne rendez-vous les dimanches prochains avec d'autres thèmes, toujours sur des questions qui touchent à la marche de notre société. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.